un prix Nobel de physique sur le plateau. Le plateau de Gizeh, 1965. Le soleil brûlant d'Égypte darde ses rayons sur les silhouettes imposantes des pyramides millénaires. Mais ce jour-là, ce n'est pas le passé qui attire l'attention, c'est le futur. Une équipe d'élite, menée par le prix Nobel de physique Luis Alvarez, s'apprête à sonder les mystères de la pyramide de Képhren comme jamais auparavant. Imaginez la scène. Des camions chargés d'équipements high-tech serpentant entre les dunes, des scientifiques qui déballent frénétiquement des caisses marquées « Top Secret » et au milieu de tout ça, Alvarez, le regard brillant d'excitation. Ce n'est pas une simple expédition archéologique, c'est une plongée dans l'inconnu. Pendant 3 ans, de 1965 à 1968, le plateau de Gizeh se transforme en un véritable laboratoire à ciel ouvert. Des détecteurs de muons, technologie de pointe à l'époque, sont déployés pour scanner l'intérieur de la pyramide. Des ordinateurs, monstres de métal et de circuits, ronronnent jour et nuit, analysant un flot continu de données. L'air vibre d'une électricité qui n'a rien à voir avec le climat désertique. Mais voilà que le mystère s'épaissit. Au lieu des annonces triomphales attendues, c'est un silence assourdissant qui s'abat sur l'expédition. Les résultats? Classifiés? Les découvertes? Niées? Seule une déclaration fulgurante du docteur Amr Gonid de l'Université du Caire perce le voile du secret. Les résultats défient toutes les lois connues de la physique. Avant qu'il ne soit réduit au silence, lui aussi. Alors, les questions s'accumulent, plus nombreuses que les grains de sable du désert. Pourquoi mobiliser 12 agences américaines et égyptiennes, dont la redoutable commission atomique US et le prestigieux Smithsonian Institute, pour une simple exploration archéologique? Pourquoi engloutir des millions de dollars et des milliers d'heures de travail pour finalement déclarer n'avoir rien trouvé? Et si ce n'était que la partie émergée de l'iceberg? Des murmures persistent, des rumeurs courent. On parle de recherches poursuivies en secret pendant des années, camouflées sous d'autres noms, d'autres objectifs. Comme si quelque chose de trop grand, de trop important, ou peut-être de trop dangereux, avait été découvert dans les entrailles de pierre de Képhren. Gizeh, patrimoine de l'humanité, est devenu le théâtre d'un des plus grands mystères scientifiques de notre époque. Chaque bloc de calcaire semble désormais garder un secret. Chaque grain de sable pourrait être le témoin silencieux d'une découverte qui défie l'imagination. L'expédition Alvarez, loin d'avoir résolu les énigmes de Gizeh, n'a fait qu'en ajouter de nouvelles, plus troublantes encore. Que cherchait-il vraiment? Qu'ont-ils trouvé? Et surtout, pourquoi un tel secret? Poursuivons notre immersion dans les mystères de Gizeh en nous penchant sur le personnage fascinant qui se trouve au cœur de cette histoire, le professeur Luis Alvarez. Car pour comprendre l'ampleur de l'énigme, il faut saisir l'envergure de l'homme qui s'y est attaqué. Luis Alvarez n'était pas un simple scientifique. C'était un géant intellectuel, un touche-à-tout de génie dont la carrière défie l'imagination. Prix Nobel de physique? Ce n'était que la cerise sur un gâteau d'accomplissements vertigineux. Imaginez un homme capable de jongler avec les particules élémentaires comme un magicien avec ses cartes, découvrant pas moins de 70 nouvelles particules. Un esprit brillant qui, bien avant sa consécration nobélisée, prouvait l'existence du phénomène de capture électronique K par les noyaux atomiques et inventait une méthode pour produire des rayons de neutrons ultra lents. Mais Alvarez ne se contentait pas de jouer dans le bac à sable de la physique théorique. Non, il plongeait les mains dans la terre de l'histoire, façonnant littéralement le monde moderne. Vous connaissez ces systèmes radars qui guident les avions vers des atterrissages en aveugle? C'est lui. Cette théorie sur l'extinction des dinosaures par l'impact d'un astéroïde? Encore lui, inspiré par une simple couche d'argile sur les murs médiévaux de Gubbio en Italie. Et puis, il y a les zones d'ombre, les chapitres moins glorieux peut-être, mais tout aussi fascinants. Le projet Manhattan, la bombe atomique. Alvarez était là,
au cœur de la tempête, développant les détonateurs pour la bombe au plutonium. On murmure même qu'il était à bord de l'Enola Gay lors du bombardement d'Hiroshima, bien que son nom soit étrangement absent des registres officiels. Mais attendez, ce n'est pas tout. Cet homme, ce titan de la science, s'est aussi penché sur l'un des plus grands mystères du XXe siècle, l'assassinat de Kennedy. Son analyse du film de Zapruder, expliquant le mouvement de la tête du président par un effet de propulsion, a contribué à façonner la théorie du tireur unique. Et comme si cela ne suffisait pas, Alvarez a même trouvé le temps de s'intéresser aux ovnis pour le compte de la CIA, participant au mystérieux Robertson Panel en 1953. Le Robertson Panel est un terme qui fait référence à un groupe d'experts ou de spécialistes regroupés pour examiner et évaluer certaines questions sensibles, souvent dans le domaine de la politique, de l'économie ou des sciences. Alors, quand un homme de cette taille, un esprit capable de percer les secrets de l'infiniment petit et de réécrire l'histoire de notre planète, décide de s'intéresser aux pyramides de Gizeh, on est en droit de se poser des questions. Que cherchait-il vraiment dans ces monuments millénaires? Quels secrets espérait-il y découvrir? La réponse à ces questions pourrait bien être plus extraordinaire encore que tout ce qu'Alvarez avait accompli jusque-là. Car si un homme habitué à repousser les frontières de la connaissance s'est tant intéressé à Gizeh, c'est peut-être que les pyramides cachent des mystères capables de bouleverser notre compréhension du monde. Intéressons-nous maintenant de l'expédition Alvarez, une entreprise aussi audacieuse qu'énigmatique. Officiellement, le but était simple, traquer des chambres secrètes dans les entrailles de pierre de la pyramide de Képhren. Mais comme souvent dans les grands mystères de l'histoire, la réalité pourrait bien être plus complexe et fascinante que la version officielle. Imaginez la scène. Le plateau de Giza, baigné par la lumière brûlante du soleil égyptien. Au pied de l'imposante pyramide de Képhren, une équipe hétéroclite s'affaire. Des physiciens côtoient des spécialistes en informatique, des experts en radiation discutent avec des ingénieurs en robotique. Mais curieusement, pas un seul archéologue à l'horizon. Comme si cette expédition, baptisée tour à tour Giza Project 1968 et Joint Pyramid Project, cachait des objectifs bien plus ambitieux qu'une simple chasse aux trésors archéologiques. Et au cœur de ce ballet scientifique trône un monstre de technologie, l'IBM 1130, un ordinateur aussi imposant qu'un bureau, véritable joyau de l'informatique de l'époque. Cette machine, capable de traiter des données complexes à une vitesse vertigineuse pour l'époque, n'est que la partie visible de l'iceberg technologique déployé par Alvarez et son équipe. Car le véritable tour de force se joue à l'intérieur même de la pyramide. Dans la chambre dite de Belzoni, Alvarez a fait installer des détecteurs de rayons cosmiques, des appareils fonctionnant sous haute tension. Imaginez la prouesse. Transporter tout ce matériel sophistiqué à travers les couloirs étroits et sinueux de la pyramide, installant des câbles et des appareils là où, pendant des millénaires, seul le silence régnait. L'idée est ingénieuse. Utiliser les rayons cosmiques, ces particules subatomiques qui bombardent constamment notre planète, pour sonder l'intérieur de la pyramide. En mesurant la pénétration de ces rayons à travers la pierre massive, l'équipe espère détecter des variations de densité qui pourraient trahir la présence de chambres cachées. Mais pourquoi mobiliser une telle puissance de calcul? Pourquoi faire appel à des experts en cryptage et en intelligence artificielle pour une simple exploration archéologique? La présence d'hommes comme le Dr Amer Goneid, futur spécialiste des algorithmes de cryptage et de l'intelligence artificielle en robotique, ou de Jim Burkhard, expert en système de reconnaissance de forme, soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Et puis il y a cette déclaration troublante, enfouie dans les archives de l'université d'Ain Shams. Ce projet a introduit le premier système d'acquisition de données online informatisé de l'époque, 1966. Comme si l'expédition Alvarez avait servi de prétexte pour introduire des technologies de pointe en Égypte, bien loin des préoccupations archéologiques affichées.
Alors que cherchait-il vraiment dans les profondeurs de la pyramide Képhren? Quel secret espérait-il arracher à la pierre millénaire avec leurs détecteurs high-tech et leurs ordinateurs surpuissants? Et surtout, qu'ont-ils réellement découvert? Car malgré l'ampleur des moyens déployés, les résultats officiels restent étrangement maigres. En 1970, 5 ans après le début de l'expédition, seulement 19% du volume total de la pyramide avait été analysé. Un progrès d'une lenteur suspecte pour une équipe de cette envergure. La vérité sur l'expédition Alvarez semble se cacher dans les interstices entre les faits officiels, dans les silences et les non-dits. Comme si la pyramide de Képhren, loin d'avoir livré tous ses secrets, n'avait fait qu'épaissir le mystère qui l'entoure depuis des millénaires. Pourquoi Képhren? Cette question, en apparence anodine, ouvre la porte à des spéculations vertigineuses. Officiellement, l'équipe d'Alvarez voulait comparer Képhren à ses sœurs, Khéops et Mykérinos. Mais les murmures dans les couloirs du Caire racontent une autre histoire. La chambre de Belzoni, presque au ras du sol, offrait-elle un accès discret à ce qui pourrait se cacher sous la pyramide? Et si Képhren, au cœur du plateau de Gizeh, était la clé d'un réseau souterrain millénaire? Mais c'est en 1969 que l'affaire prend une tournure proprement stupéfiante. John Tunstall, un journaliste britannique, lâche une véritable bombe médiatique. Il rapporte des anomalies inexplicables dans les données recueillies. Des enregistrements qui varient d'un jour à l'autre, défiant toute logique scientifique. Et puis cette déclaration explosive du Dr Amr Gonaid, il y a une force présente dans la pyramide qui défie toutes les lois des sciences. Imaginez la scène, l'IBM 1130 ronronnant au milieu d'une mer de boîtes d'enregistrement magnétique, crachant des résultats qui font froncer les sourcils des plus grands esprits scientifiques de l'époque. Que se passait-il vraiment dans les entrailles de pierre de Képhren? L'embarras est palpable du côté de l'équipe d'Alvarez. Le silence du prix Nobel est assourdissant. Ce n'est que 12 ans plus tard qu'il daignera aborder le sujet dans une lettre dont le contenu reste énigmatique. Mais d'autres voix s'élèvent, amplifiant le mystère. Maurice Chatelain, l'ancien chef des systèmes de communication de la NASA, parle d'interférences massives provenant d'une source de radiation inconnue dans la pyramide. Peter Tompkins, journaliste renommé et ancien agent de l'OSS, l'ancêtre de la CIA, relaie également ces informations troublantes. On ne peut s'empêcher de se demander pourquoi tant d'agences gouvernementales et de services secrets s'intéressent-ils soudain à une expédition archéologique? Où sont les égyptologues dans tout ça? Plus on creuse, plus le mystère s'épaissit. L'expédition Alvarez, censée éclaircir les secrets de Képhren, semble avoir ouvert une boîte de Pandore scientifique. Des forces inconnues, des radiations mystérieuses, des données qui défient la logique. Que cachent réellement les pierres millénaires de Gizeh? Et si cette expédition, loin de résoudre les énigmes de l'Égypte ancienne, n'avait fait que soulever le voile sur des mystères encore plus profonds, des secrets qui pourraient remettre en question notre compréhension non seulement de l'histoire, mais des lois même de la physique? Dans le ventre de Pierre. Allons maintenant dans une incursion dans les profondeurs du mystère, là où les pierres millénaires de Képhren gardent jalousement des secrets défiant toute logique. Notre récit prend un tournant vertigineux, nous entraînant dans le ventre même de la pyramide, là où la science moderne s'est heurtée à l'inexplicable. Avril 1968. Alors que l'équipe d'Alvarez scrute patiemment les entrailles de Pierre à travers le prisme des rayons cosmiques, l'impensable se produit. Une anomalie si stupéfiante qu'elle déclenche une réaction en chaîne de mystère et de dissimulation. Imaginez la scène. Un télégramme ultra-codé traverse les océans, suppliant Alvarez de rejoindre le Caire de toute urgence. Le message est si cryptique que même le brillant physicien avoue plus tard n'en avoir saisi le sens
qu'une fois sur place. Quel secret pouvait bien justifier un tel niveau de précaution? La réponse dépasse l'entendement. Les calculs révèlent l'existence d'une chambre cachée dans Képhren. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Mais voilà le hic. Cette cavité serait si vaste que, selon toutes les lois de la physique, la pyramide aurait dû s'effondrer sur elle-même depuis des millénaires. L'équipe se trouve face à un dilemme vertigineux. Soit leurs calculs sont faux, ce qui semble improbable vu la précision de leurs mesures initiales, soit ils viennent de mettre le doigt sur quelque chose qui défie toute compréhension scientifique. La tension est palpable. Pendant 3 jours, un silence de plomb s'abat sur l'expédition. Que faire face à une découverte qui menace de bouleverser tout ce que nous pensions savoir sur les pyramides, voire sur les lois mêmes de la physique? C'est alors qu'intervient un rebondissement digne d'un roman d'espionnage. L'équipe d'Alvarez sort de son mutisme avec une explication pour le moins surprenante. Tout serait dû à un bug informatique connu sous le nom de double binning. Pour le grand public de 1968, peu familier avec l'informatique, l'explication peut sembler plausible. Mais pour les initiés, elle sonne creuse. Comment une équipe de ce calibre, comptant parmi les meilleurs spécialistes mondiaux, aurait-elle pu passer à côté d'une erreur aussi basique pendant des mois, voire des années d'analyse? Le docteur Goned, futur expert en traitement d'images, aurait-il vraiment pu commettre une telle bévue? Plus on creuse, plus l'explication du double binning ressemble à un rideau de fumée, une tentative maladroite de dissimuler une vérité trop dérangeante pour être révélée au grand jour. Alors, que s'est-il réellement passé dans le ventre de pierre de Képhren? Qu'ont-ils découvert de si extraordinaire qu'il fallait l'enterrer sous des couches de désinformation? Et surtout, pourquoi? Le mystère de Képhren reste entier, suspendu entre les lignes d'un télégramme codé et les échos d'une chambre impossible. Une chose est sûre, dans les profondeurs de la pyramide, quelque chose attend encore d'être révélé, un secret si puissant qu'il pourrait bien réécrire notre compréhension du monde ancien, et peut-être même des lois qui régissent notre univers. Le mystère du binôme Alvarez-Képhren persiste. Au cœur de ce labyrinthe d'énigmes se trouve un simple objet, la maquette de la pyramide de Képhren, trônant fièrement sur le bureau du professeur Alvarez au Lawrence Berkeley Lab, des années après l'expédition. Ce vestige silencieux semble porter en lui plus de questions que de réponses. Les faits s'accumulent, chacun ajoutant une nouvelle pièce à ce puzzle déjà complexe. Lambert Dolphin du Stanford Research Institute, SRI, expert en missiles balistiques et effets nucléaires, effectue 14 voyages en Égypte. Le SRI, majoritairement financé par le département de la Défense et la NASA, déploie un arsenal technologique impressionnant autour du Sphinx. Imagerie thermique, mesure de résistance électrique, analyse des fluctuations du champ magnétique. Ces opérations révèlent des anomalies troublantes dans le sous-sol de Gizeh. Au fil des ans, les expéditions se succèdent, chacune plus sophistiquée que la précédente. GPR, ondes sismiques, détection électronique à haute fréquence, toutes ces technologies convergent vers un objectif qui se dessine peu à peu. Cartographier le sous-sol de Gizeh et les anomalies électromagnétiques qui s'y cachent. L'obstination d'Alvarez et de son équipe soulève des questions vertigineuses. Que recèle le ventre de pierre de Képhren pour justifier un tel déploiement de moyens, la mobilisation de sommités scientifiques et surtout un tel secret? Les théories foisonnent, aussi fascinantes qu'improbables. Réseaux souterrains, substances capables de réfracter les rayons cosmiques, salles gigantesques cachées sous la surface, mystérieux miroirs à ondes radioélectriques. La vérité, quelle qu'elle soit, semble assez importante pour qu'un homme de la stature d'Alvarez y consacre des années de sa vie, risquant sa réputation et mobilisant des ressources considérables.
Cette quête acharnée suggère une découverte potentielle d'une ampleur inouïe, capable peut-être de remettre en question notre compréhension de l'histoire, voire de la réalité elle-même. Le mystère Alvarez-Kefren demeure aussi imposant et énigmatique que les pyramides elles-mêmes. Il nous rappelle que même à l'ère de la science moderne, certains secrets du passé restent obstinément et de manière voulue hors de notre portée, nous narguant de leur silence millénaire. À la recherche de la salle des archives. L'histoire des explorations de Gizeh révèle une réalité complexe et troublante. Des intérêts divers s'entremêlent, créant un réseau d'alliances et de motivations qui soulève de nombreuses questions. Cette situation met en lumière les enjeux considérables qui se cachent derrière la façade des recherches archéologiques sur ce site emblématique. Au cœur de cette intrigue, une alliance improbable se dessine. Le Stanford Research Institute, SRI, bastion de la science et de la technologie de pointe, et l'Association for Research and Enlightenment, ARE, une fondation aux contours flous, héritière des visions du célèbre médium Edgar Cayce. Cette collaboration soulève un tollé de questions. Imaginez, le SRI, déjà richement doté, accepte un financement de $100 000 de l'ARE pour mener des recherches autour du Sphinx en 1977 et 1978. Le docteur Dolphin, figure centrale de ces expéditions, orchestre cette alliance contre nature. Lui qui, quelques années plus tôt, affirmait que son équipement high-tech était incapable de pénétrer le sous-sol de Giza, alors même qu'il fonctionnait parfaitement sur des terrains similaires en Israël. Mais le plus stupéfiant reste à venir. Sur la demande de permis de fouille, à la ligne motif, on peut lire « Recherche de la salle des registres » ou « salle des archives ». Cette salle, fruit des visions d'Edgar Cayce, serait ni plus ni moins qu'une bibliothèque d'origine atlante enfouie sous le Sphinx, renfermant les secrets de l'origine humaine. Comment expliquer qu'une institution scientifique de renom comme le SRI s'engage dans une quête aussi ésotérique? Quel crédit accorder à ces expéditions qui, systématiquement, ne trouvent rien à Gizeh, malgré l'utilisation des technologies les plus avancées? Les motivations réelles de ces acteurs restent un mystère. Cherchent-ils vraiment une bibliothèque atlante? Ou cette quête n'est-elle qu'un écran de fumée dissimulant des objectifs plus troubles? Le plateau de Gizeh semble être devenu le théâtre d'une pièce dont nous, le public, ne voyons que la façade, tandis que les véritables enjeux se jouent là dans les coulisses. Cette confluence d'intérêts entre institutions scientifiques, fondations ésotériques et, en premier plan, agences gouvernementales, dessine un tableau troublant. Elle nous oblige à reconsidérer tout ce que nous pensions savoir sur Gizeh, son histoire et les forces qui s'acharnent à en percer les secrets. Le Sphinx, témoin silencieux de ses manœuvres, garde ses secrets. Mais pour combien de temps encore? Et sommes-nous prêts à faire face à la vérité, quelle qu'elle soit, qui pourrait émerger des sables du plateau de Gizeh? L'histoire des explorations de Gizeh prend un tournant inattendu avec l'arrivée de deux jeunes Américaines en 1957. Marjorie Hansen, alias Rhonda Smith, et sa compagne débarquent au Caire avec une mission secrète. Localiser la légendaire « salle des archives » évoquée par le médium Edgar Cayce. Leur présence soulève un voile sur un réseau d'influence et d'intérêts qui défie l'imagination. Comment deux femmes sans qualification apparente ont-elles pu obtenir l'autorisation de forer près du Sphinx dans un contexte géopolitique tendu, un an à peine après la crise de Suez? Leurs actions, apparemment anodines, révèlent l'existence de connexions puissantes entre l'Association for Research and Enlightenment, ARE, et certaines autorités égyptiennes de l'époque. Cette expédition amateur ouvre la voie à une collaboration future entre l'ARE et le prestigieux Stanford Research Institute, SRI.
Comment une institution scientifique de renom a-t-elle pu être convaincue de participer à une quête aussi ésotérique? La réponse à cette question reste enveloppée de mystère, mais elle suggère des enjeux qui dépassent largement le cadre de l'archéologie traditionnelle. Face à la nécessité de donner une apparence de légitimité à leurs recherches, l'ARE prend une décision stratégique: former son propre archéologue. C'est ainsi que Mark Lehner, issu d'une famille acquise aux enseignements de Caius, fait son entrée dans ce monde à la frontière entre science et mysticisme. Cette saga met en lumière un enchevêtrement fascinant d'intérêts scientifiques, ésotériques et potentiellement géopolitiques. Elle soulève des questions cruciales sur la nature réelle des recherches menées à Gizeh et sur les motivations profondes des différents acteurs impliqués. Que cherche-t-il vraiment sous les sables du plateau? La salle des archives n'est-elle qu'un prétexte pour des investigations plus secrètes? Et surtout, quelle découverte pourrait justifier une telle mobilisation de ressources et d'influence? L'histoire des fouilles sur le plateau de Gizeh prend une tournure encore plus fascinante lorsqu'on introduit la figure énigmatique d'Edgar Cayce. Ce modeste photographe de province est devenu, selon de nombreuses sources, le plus grand médium du XXe siècle. Ses capacités extraordinaires, notamment en matière de diagnostics médicaux à distance, ont fait de lui une figure légendaire, admirée par des milliers d'Américains. Mais Cayce était bien plus qu'un simple guérisseur. Ses lectures de vie s'apparentent à ce que nous appellerions aujourd'hui du remote viewing, RV, ou vision à distance. Cette pratique, qui permet de percevoir des détails précis à travers le temps et l'espace, dépasse largement le cadre de la simple voyance. Elle relève plutôt de phénomènes quantiques de non-localité, un domaine qui fascine autant les physiciens que les militaires. C'est ici que l'intrigue s'épaissit. Alors que le remote viewing reste relativement méconnu en Europe, il est devenu un outil sérieux outre-Atlantique, particulièrement dans les cercles militaires et scientifiques. Et au cœur de cette toile complexe, on retrouve encore et toujours le Stanford Research Institute, SRI. Imaginez, le SRI, cette institution prestigieuse, collabore non seulement avec des scientifiques de haut vol, mais aussi avec des air-viewers militaires. Parmi eux, le célèbre Ingo Swann, mandaté par le SRI pour effectuer une reconnaissance du Sphinx dans les années 70. Cette convergence entre sciences de pointe, capacités psychiques et intérêts militaires autour de Giza soulève de troublantes questions. Que cherchait-il vraiment? Pourquoi utiliser des techniques aussi controversées que le remote viewing pour explorer le Sphinx? Et surtout, quels liens existent entre les visions de Cayce, les recherches du SRI et les secrets enfouis sous les sables de Giza? Les prophéties de Cayce, prises au pied de la lettre par certains, ont-elles servi de catalyseur à des recherches bien plus profondes et secrètes? Ou ne sont-elles qu'un écran de fumée dissimulant des objectifs plus pragmatiques et peut-être plus inquiétants? L'omniprésence du SRI dans cette histoire n'est certainement pas un hasard. Elle suggère un intérêt profond et durable pour les mystères de Giza, un intérêt qui transcende les frontières entre science, mysticisme et stratégie militaire. L'histoire de Gizeh et du Sphinx prend une tournure encore plus fascinante lorsqu'on examine de près les prophéties d'Edgar Cayce à la lumière des découvertes archéologiques antérieures. Ce qui semblait être des révélations extraordinaires se révèle être un entrelac complexe de faits historiques, de spéculations et de mystères déjà bien ancrés dans la tradition égyptologique. Dès 1870, bien avant les visions de Cayce, le Sphinx partiellement ensablé nourrissait déjà l'imagination des explorateurs. L'idée de chambres secrètes sous le monument n'était donc pas nouvelle lorsque Cayce en parla en 1923. Mais c'est le professeur Selim Hassan, véritable titan de l'égyptologie, qui apporte les preuves les plus tangibles de l'existence de structures souterraines à Gizeh. Entre 1929 et 1937,
Hassan met au jour un réseau fascinant de sanctuaires à colonnes, de couloirs, de temples et de chambres de rituels sous la zone du Sphinx. Il découvre même un hall à colonnes avec des chambres latérales, submergées, qu'il tente en vain d'assécher pendant 4 ans. Ces découvertes, consignées dans ses monumentaux volumes sur les excavations de Gizeh, jettent une lumière nouvelle sur les prophéties de Kayse. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Hassan dévoile également 60 tablettes anciennes représentant le Sphinx sur un piédestal avec une porte, faisant allusion au sanctuaire de Sokar, le dieu de la chambre secrète. Ces représentations se retrouvent jusque dans la tombe de Toutankhamon, où le livre de l'Amduat décrit une chambre secrète dans un lieu nommé Rosto, l'ancien nom de Giza. L'explorateur Edward Armitage aurait même découvert une ville secrète sous Giza en 1933-1935, tandis que les Rose-Croix prétendent depuis longtemps accéder à des chambres souterraines pour leurs rituels. Alors, que reste-t-il des prophéties de Kayse? Si la plupart des éléments étaient déjà connus ou soupçonnés, pourquoi ont-elles suscité un tel engouement? La réponse réside peut-être dans le seul élément véritablement nouveau apporté par Kayse, le mot « Atlante ». Cette connexion avec une civilisation légendaire a peut-être été le catalyseur qui a transformé des découvertes archéologiques fascinantes en une quête mystique de nos origines. Elle a attiré l'attention d'institutions prestigieuses comme le SRI et mobilisé des ressources considérables pour des explorations qui, ironiquement, semblaient chercher ce qui avait déjà été trouvé. L'énigme de Gizeh se complexifie ainsi davantage. Pourquoi occulter des découvertes déjà faites? Quels secrets ces chambres souterraines recèlent-elles vraiment pour justifier tant de secrets et de spéculations? Et surtout, que cherchent réellement ceux qui continuent d'explorer les entrailles du plateau de Gizeh, armés de technologies de pointe et guidés par des visions mystiques? Les prophéties d'Edgar Cayce sur Gizeh et le Sphinx, loin d'être de simples élucubrations, s'inscrivent dans une trame complexe, mêlant mystère, quête spirituelle et enjeux géopolitiques. 2 de ces visions en particulier ont captivé l'imagination du public et motivé des décennies de recherche. La première, datée de 1923, évoque l'existence de chambres sous le Sphinx. La seconde, plus détaillée et datant de 1933, décrit une salle d'archives atlante accessible par la patte droite du monument à travers un réseau de tunnels et de chambres. Ces prophéties, à première vue révolutionnaires, soulèvent pourtant de nombreuses questions quant à leur originalité. En effet, l'idée de structures souterraines à Gizeh n'était pas nouvelle, comme nous l'avons vu avec les découvertes de Selim Hassan. Alors, qu'est-ce qui a rendu les visions de Kayse si captivantes? La réponse réside peut-être dans la mention de l'Atlantide. Cette connexion avec une civilisation légendaire a transformé une hypothèse archéologique en une quête presque mystique des origines de l'humanité. Pour Kayse et ses disciples, cette salle des archives devait contenir des informations vitales datant de 12 500 ans, capables de réécrire notre compréhension de la préhistoire. Mais l'histoire prend ici un tournant fascinant. Comment expliquer l'intérêt d'institutions prestigieuses comme le SRI pour des théories aussi controversées? La réponse pourrait se trouver dans les liens supposés de Kayse avec la franc-maçonnerie et les Rose-Croix. Ces connexions ésotériques auraient-elles ouvert des portes normalement fermées à de telles spéculations? Plus intriguant encore, certains voient dans cette quête des archives atlantes une tentative de jeter les bases d'un nouvel ordre mondial, une nouvelle Atlantis fondée sur des connaissances anciennes redécouvertes. Cette perspective donne une dimension géopolitique inattendue aux explorations de Gizeh. Ainsi, les prophéties de Kayse apparaissent comme la pointe émergée d'un iceberg bien plus vaste. Elles ne sont pas tant remarquables par leur contenu que par les forces qu'elles ont mises en mouvement. Des institutions scientifiques aux sociétés secrètes, en passant par des intérêts géopolitiques, elles ont catalysé une convergence improbable d'acteurs autour des mystères de Gizeh.
Mais voyons, qui est Mark Lehner, cet archéologue formé à la commande et à mesure par la Fondation Cayce? L'histoire de Mark Lehner et son ascension dans le monde de l'égyptologie est un fascinant mélange de hasard, de connexion et de détermination. Né dans une famille de fervents admirateurs d'Edgar Cayce, le jeune Lehner se trouve rapidement propulsé au cœur d'un réseau d'influence qui va façonner sa carrière et, par extension, notre compréhension moderne de Giza. Son voyage d'études en Égypte, qui le voit disparaître du groupe pour s'inscrire à l'Université américaine du Caire, marque le début d'une trajectoire extraordinaire. Soutenu par la Fondation ARE, Lehner compile les lectures de Cayce sur l'Égypte, créant un pont entre les visions mystiques du médium et le monde académique. Mais c'est sa rencontre avec Zahi Hawass, futur maître incontesté du plateau de Giza, qui ajoute une dimension fascinante à cette histoire. Hawass, initialement sceptique face aux théories de Cayce, se trouve néanmoins lié à cette quête par un fil inattendu, le financement de son propre doctorat par l'ARE. Cette connexion soulève des questions troublantes sur l'objectivité et les influences dans le monde de l'archéologie égyptienne. L'intrigue s'épaissit avec l'implication du docteur Dolphin du SRI, créant un pont entre la recherche scientifique de pointe et les théories ésotériques de Cayce. Le projet Sphinx, qui en résulte en 1977-1978, devient le point de convergence de ces forces disparates, science, mysticisme et politique. Voyageons à présent dans les profondeurs mystiques de l'Égypte ancienne, où les textes funéraires et les représentations symboliques tissent une toile complexe de significations autour du Sphinx et des secrets qu'il pourrait abriter. Le Livre de l'Amduat, aussi connu sous le nom évocateur de Livre de la Chambre secrète, se présente comme une clé cryptée, gardienne de formules mystérieuses. Divisé en 12 portes, ce texte funéraire nous invite à un voyage symbolique à travers le monde souterrain, reflétant peut-être des réalités physiques cachées sous le plateau de Gizeh. Au cœur de ce mystère se dresse la figure énigmatique d'Aker, le gardien du monde souterrain. Souvent représenté par deux lions dos à dos, Aker incarne la dualité du temps, veillant sur le passé et le présent, hier et aujourd'hui. Cette image puissante résonne étrangement avec la forme du Sphinx, mi-lion, mi-homme, comme s'il était lui-même une manifestation vivante de ce concept de gardien du temps et des secrets. Le livre d'Aker, présent dans certaines tombes royales de la vallée des rois, ajoute une couche supplémentaire de mystère. Il dépeint le Sphinx ouvert, des bras en émergeant pour élever le soleil, Ra, tandis que des dieux alentour manipulent des barques sacrées. Cette imagerie évocatrice suggère-t-elle l'existence de mécanismes ou de chambres cachées au sein du monument? Plus intriguant encore, les textes font mention d'une momie rayonnante, dissimulée sous le Sphinx Aker. Parfois identifiée au corps de Ra, d'autres fois à celui d'Osiris, cette entité mystérieuse alimente les spéculations sur ce qui pourrait réellement se trouver dans les profondeurs du plateau de Giza. Ces références anciennes jettent un éclairage fascinant sur les quêtes modernes menées par des personnages comme Mark Lehner et Zahi Hawass. Leur parcours, influencé par la Fondation ARE et les visions d'Edgar Cayce, semble étrangement en résonance avec ces mythes anciens. Se pourrait-il que leurs recherches, mêlant science moderne et intuition mystique, soient une continuation des quêtes initiatiques décrites dans ces textes millénaires? La frontière entre mythe et réalité, entre recherche scientifique et quête spirituelle, s'estompe. Les chambres secrètes, évoquées par Cayce, font-elles écho aux descriptions du « Livre de l'Amduat » ? La salle des archives, tant recherchée, pourrait-elle être une manifestation moderne de cette chambre secrète mentionnée dans les textes anciens? Le projet Sphinx. L'expédition SRI-AR à Giza en 1977-1978 se révèle être un véritable labyrinthe d'intérêts croisés, de motivations obscures et de contradictions flagrantes. Cette saga fascinante
nous plonge au cœur d'un mystère où science, mysticisme et potentiellement des intérêts géopolitiques s'entrechoquent. Au centre de cette intrigue, nous trouvons une constellation d'acteurs aux rôles ambigus. Le docteur Dolphin du SRI, apparemment peu intéressé par la salle des archives, pousse néanmoins l'ARE à financer les recherches. Zahi Hawass, fraîchement nommé inspecteur en chef de Giza, accorde rapidement les autorisations nécessaires. Et puis surgit le mystérieux RSI, Recovery Systems International, une entité créée spécifiquement pour cette expédition, dont le sigle ressemble étrangement à celui du SRI. Derrière le RSI se cache le docteur Joseph Jaoda, un personnage aux multiples facettes, membre éminent de l'ARE, mais aussi président d'Astron Corp, une entreprise travaillant pour la défense et la NASA. Cette connexion inattendue entre recherche ésotérique et industrie de défense ajoute une couche de complexité à une situation déjà trouble. Les contradictions s'accumulent sur le terrain. Malgré l'identification de 5 zones d'intérêt majeures par les instruments du Dr Dolphin, les forages semblent éviter obstinément ces zones prometteuses. Hugh Case, plein d'enthousiasme, se dit prêt à multiplier les forages, tandis que Dolphin affirme avoir lui-même décidé d'arrêter les creusements, jugeant le projet inintéressant. Ces divergences flagrantes soulèvent des questions troublantes. S'agit-il d'un jeu de dupes orchestré pour égarer l'opinion publique? Certains acteurs cherchent-ils à empêcher toute découverte significative ou à en dissimuler la révélation? L'intervention prétendue de l'armée égyptienne, rapportée par le docteur Jaoda, ajoute une dimension presque surréaliste à cette affaire. L'idée que les forages faisaient trembler les pyramides semble tout droit sortie d'un roman d'aventure, et pourtant, elle s'inscrit parfaitement dans le climat de mystère et de tension qui entoure cette expédition. Cette saga nous invite à réfléchir sur la nature même de la recherche archéologique dans des lieux aussi chargés d'histoire et de symboles que Giza. Au-delà des questions purement scientifiques, elle soulève des interrogations sur les motivations profondes de ceux qui cherchent à percer les secrets des pyramides. Que cherchaient-ils vraiment? Et plus important encore, que craignaient-ils de trouver? L'expédition SRI-AR à Giza ne fait que s'enfoncer davantage dans les méandres du mystère et de la controverse. Ce chapitre de l'exploration moderne du plateau de Giza ressemble à un véritable jeu de miroir, où chaque déclaration paraît contredire la précédente, où chaque découverte potentielle s'évanouit dans un brouillard d'incohérences. Imaginez la scène. Des anomalies radars détectées autour du Sphinx, promettant des découvertes potentiellement révolutionnaires. Pourtant, les forages semblent obstinément éviter ces zones d'intérêt. Et comme par magie, les enregistrements et rapports détaillant ces anomalies disparaissent, effaçant toute possibilité de vérifier la pertinence des emplacements choisis pour les forages. Une coïncidence bien pratique, n'est-ce pas? Hugh Case, l'héritier spirituel de son père Edgar, se retrouve face à un dilemme cruel. 100 000 $ investis, 5 forages infructueux et un silence assourdissant en guise de rapport officiel. Ce n'est que sous la pression d'archéologues indignés qu'un rapport, qualifié de léger et subjectif par certains, voit enfin le jour en 1999, concluant, comme l'expédition Alvarez avant elle, qu'il n'y a rien d'intéressant autour et sous le Sphinx. Cette saga prend des allures de pièces de théâtre absurdes, où les mêmes acteurs semblent condamnés à répéter inlassablement le même scénario. Des explorations prometteuses, suivies de déclarations d'échecs, le tout enveloppé dans un voile de secrets et de contradictions. Face à ce fiasco apparent, Hugh Casey, loin de baisser les bras, décide de resserrer les liens avec Lehner et Hawass.
excluant le SRI de l'équation. Lehner, dans une manœuvre stratégique, intègre l'American Research Center pour gagner en crédibilité scientifique. Il commence même à prendre ses distances avec les datations controversées d'Edgar Cayce sur le Sphinx, tout en continuant à être financé par l'ARE. Ce mélange bizarre entre science, mysticisme et politique nous laisse perplexes. Que cherchent réellement ces explorateurs modernes de Gizeh? Pourquoi tant de secrets, de contradictions, de manipulations et de déclarations fracassantes? Le mystère de Gizeh, loin de s'éclaircir, semble s'épaissir à mesure que l'on creuse littéralement et métaphoriquement. Chaque nouvelle exploration paraît ajouter une couche supplémentaire d'énigmes, nous rappelant que parfois, la quête de la vérité peut être aussi fascinante, sinon plus, que la vérité elle-même. Chers amis, nous arrivons au terme de cet épisode fascinant de l'affaire Giza. Les mystères du plateau de Gizeh, loin d'être résolus, paraissent s'approfondir à mesure que nous creusons dans son histoire et ses explorations modernes. Dans notre prochain épisode, nous allons plonger au cœur d'un sujet qui a captivé l'imagination des chercheurs et des passionnés du monde entier. Le Sphinx de Giza dans tous ses états. Préparez-vous à découvrir l'histoire mouvementée de ce gardien silencieux du plateau. Nous explorerons ses multiples visages à travers les âges, ensablés, désensablés, restaurés, et peut-être même percés de tunnels secrets. Nous nous pencherons sur les nombreuses restaurations qui ont façonné son apparence actuelle, soulevant des questions fascinantes sur son âge véritable et son histoire cachée. Un moment fort de notre prochain épisode sera l'exploration de l'équipe japonaise de l'université de Waseda, qui a apporté un nouvel éclairage sur les mystères du Sphinx. Et surtout, nous allons pénétrer dans une zone rarement vue du monument, le côté interdit du Sphinx, où un escalier énigmatique semble descendre sous sa patte droite, alimentant les spéculations les plus folles. Ce voyage dans le temps et dans les entrailles de pierre du Sphinx promet de révéler des facettes inattendues de l'un des monuments les plus emblématiques de l'histoire humaine. Alors, restez à l'écoute, car l'histoire continue, et les secrets du Sphinx attendent d'être dévoilés. D'ici là, gardez l'esprit ouvert et n'oubliez pas, parfois la vérité est plus étrange que la fiction.